Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons vers un homme et une femme et nous allons tenter de faire sa connaissance. Aujourd'hui, ça tombe très bien. J'accueille une femme de qualité, Manel Mselmi, qui est chercheuse en littérature américaine, mais également en études environnementales. Manel Mselmi, bonjour. Bonjour Henri. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire connaissance. Et si l'on commençait par Manel Mselmi, qui êtes-vous ? Donc, je suis une chercheuse en littérature américaine et en études environnementales en particulier. J'ai publié 2 livres par rapport à 2 écrivains américains et une écrivaine qui vient d'avoir le American Prize Award dernièrement en septembre 2015, ou ce qu'on appelle le Wallace Stevens Award. Et donc, je viens de publier un livre sur la dernière théorie sur l'environnement, l'éco-critique, et qui reprend tous les travaux littéraires, mais également politiques ou les textes où on s'adresse à l'homme et l'environnement. Donc, on essaie d'analyser la relation entre l'homme et l'environnement à travers des textes, que ce soit poétiques ou littéraires ou politiques. C'est votre passion, la littérature. Oui. Je rappelle que vous êtes originaire de Tunisie, oui, très beau pays, qui a connu des soubresauts également ces dernières années. On y reviendra certainement en cours d'entretien. Mais cette passion pour la littérature, pour les lettres, elle remonte à quand ? J'ai toujours été, j'ai adoré les lettres, la littérature, les langues surtout. Je parle déjà 4 langues. Vos parents vous ont encouragé à... Oui, exactement. Mes parents m'ont toujours encouragé. J'ai toujours eu des professeurs qui m'encouragent, mais aussi des professeurs particuliers pour les langues. Mais surtout, à travers mes parents qui ont toujours eu l'amour pour la langue française, mais aussi la langue anglaise. Et plus tard, j'ai fait des comédies musicales en français et en anglais, j'ai toujours eu le contact avec la langue de Shakespeare. Un de vos talents cachés, la chanson. Oui, exactement. C'est très bien. Donc, il n'y a pas que la littérature, mais il y a aussi la culture, le côté culturel, la chanson, la comédie musicale et tout ça. Donc, à travers la chanson, à travers la poésie, mais aussi le théâtre, j'ai toujours eu cette passion pour la littérature, mais aussi ce qui cache derrière la littérature, et comme le dit Aristote, la poésie est la langue la plus philosophique. Donc si on veut comprendre le monde, si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde, on passe par la poésie aussi. D'accord. Voilà. Alors, on le voit, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ouais. Pourtant, professionnellement, il faut bien le dire, ce n'est pas un secret, je le préciser, vous faites de la traduction, de l'interprétariat, vous faites italien, français, anglais vers l'arabe, et inversement. Là aussi, c'est un créneau qui vous a toujours intéressé. Pourquoi ce choix ? Oui, en fait, comme l'arabe c'est ma langue maternelle, j'ai toujours eu contact avec des organisations internationales et surtout dernièrement avec ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'à travers la traduction aussi, on ne traduit pas que le texte littéralement, mais on traduit aussi toute une culture. C'est la littérature qui se traduit, c'est aussi les traditions. Il y a aussi l'humour, donc il n'y a pas que le texte qui se traduit, mais aussi la politique d'un pays ou ce qui se passe dernièrement, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs, quoi. En tant que femme arabe, vous avez un regard certain par rapport aux événements qui ont émaillé ces 5 dernières années, singulièrement les pays arabes. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont dans le bon sens, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ? En fait, je suis déchirée entre 2 réponses, donc je ne peux pas dire que les choses vont aller dans le bon sens avec tout cet optimisme. Oui, on peut dire en tant que jeune, en tant que personne qui ont vécu entre le pré-printemps arabe et le post-printemps arabe, que les choses vont s'arranger, oui, mais il faut beaucoup de travail aussi. Donc, un pays qui sort d'un régime de dictature vers la démocratie, ça ne passe pas comme ça en un an ou 2. Donc, mais en tant que femme, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est souvent reconnu d'ailleurs dans le monde arabe comme étant un modèle par rapport
au statut de la femme que Habib Bourguiba avait doté à la Tunisie, faisant de ce pays un modèle du genre. Est-ce que ces acquis-là, vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont préservés? Oui, je pense que en tant que femme tunisienne, je pense que la femme tunisienne est un modèle pour les femmes arabes d'une façon générale et que peu importe ce qui se passe sur la scène politique, il y a toujours les femmes qui essaient de défendre leurs droits et ils ne vont pas se laisser faire, donc ça c'est sûr. Ces acquis-là, on est reposé sur ces acquis-là et on ne va pas les laisser partir. Donc c'est un travail de des années et c'est tout un siècle et je ne pense pas que la femme tunisienne va céder sa place. Donc, alors on va revenir peut-être à l'ouvrage dont je parlais en introduction, mais peut-être une petite question d'actualité par rapport notamment à l'arrivée de nombreux réfugiés en provenance de Syrie. Quelle est votre lecture finalement de cette situation aujourd'hui, quand on voit le débat au niveau de l'Union européenne sur la manière de les accueillir, sur la répartition des quotas? Voilà, quelle est votre lecture des événements? Oui, je pense que c'est pas, la crise migratoire n'est pas la crise de l'Europe ou de l'Afrique ou des États-Unis ou peu importe, c'est la crise de tout le monde et il faut essayer de trouver une solution pour tout le monde et avec tout le monde. Donc tout le monde va se mettre sur la table et essayer de trouver une solution qui arrange tous les parties. Donc on ne peut pas dire que voilà, c'est l'Europe qui va assumer ou c'est les pays africains qui veulent assumer. Je pense que c'est une responsabilité partagée entre tout le monde et on doit discuter les solutions possibles et imaginables et bien sûr que c'est une crise humanitaire et il faut aider ces gens-là et il ne faut pas les laisser mourir dans la Méditerranée. Donc, et qu'est-ce que vous diriez à ces pays qui semblent totalement réfractaires à l'idée de les accueillir, hein? Je pense à certains pays situés du côté des Balkans qui ont fait quand même pas mal de résistance. Oui, je pense qu'il y a une crise économique, c'est tout à fait compréhensible. On ne veut pas dire que oui, voilà, il y a une crise humanitaire. Il ne faut pas oublier aussi que ces pays-là passent par des crises économiques, mais il ne faut pas aussi oublier l'histoire, que ces pays-là sont passés par là. Il y a beaucoup de pays qui étaient réfugiés à un certain moment, et donc donc il n'y a personne qui choisit d'être réfugié. Donc l'état d'un réfugié, c'est pas un choix, c'est une obligation, et je pense face à ça, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Alors on va passer des migrations à la poésie, une transition qui n'est pas forcément évidente, une passion de toute une vie. Pourquoi avoir voulu travailler sur ces poèmes? Oui, comme j'ai précisé, ces poèmes ne sont pas simplement des poèmes, c'est une prise de position par rapport à l'identité, par rapport à l'environnement, surtout par rapport à l'humanité. Et donc la poète en question, qui est Joy Harjo par exemple, c'est une amérindienne et donc elle a toujours défendu une vision de l'environnement, une vision du monde, mais aussi une vision de l'identité et de ses ancêtres. Et donc il n'y a pas que le côté donc poétique ou le côté littéraire ou le côté... il y a un message. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un message qui sous-tend tout cela. Exactement. En fait. Mais pour arriver à quoi précisément? Quel est le but recherché selon vous par Joy Harjo par exemple? Donc, le but recherché, c'est être en harmonie avec la nature, mais aussi être en harmonie avec tout le monde. Donc, c'est la Terre, la planète, les animaux, l'être humain. Donc, il y a toute une vision très écologique du monde. Une vision très écologique. C'est une valeur qui se perd aujourd'hui, selon vous, ou pas? Oui, je pense, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les guerres, avec les crises, avec le réchauffement climatique, donc le changement climatique aussi. Donc, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin des visions comme ça pour sauver notre planète et surtout pour sauver l'humanité. Ça vous a pris quand même pas mal de temps de travailler justement sur cet ouvrage. Exactement. Qu'est-ce que vous nous diriez en termes de... Bon, évidemment, le résultat, c'est le plus important, c'est ce qui compte. Quel a été le moment le plus exaltant finalement pendant le travail d'écriture? Je pense que le plus...
le message le plus challenging, c'est essayer de comprendre des poèmes qui paraissaient faciles, mais parce qu'une lecture vraiment littérale du texte, elle est vraiment très facile, mais après, si on cherche derrière ces lignes, on trouve qu'il y a un grand message derrière ces lignes-là. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'elle a eu le American Prize Award, parce que elle a des poèmes très très simples, mais en même temps très... Mais ces poèmes-là, est-ce qu'ils sont, de votre point de vue, accessibles au grand public? Parce que quand on parle poésie, on pense forcément à une certaine élite, hein. Forcément, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde en termes de compréhension. Et comment rendre justement ces poèmes, on dira, plus accessibles, plus compréhensibles pour le commun des mortels finalement? Oui, je pense que ces poèmes sont accessibles parce que déjà le langage utilisé n'est pas très compliqué, mais le problème c'est peut-être les analyser, et ça c'est le rôle des enseignants, le rôle des lecturers, donc les conférenciers, etc. Donc c'est à eux d'analyser avec les élèves, et c'est à eux à faire connaître ce genre de poèmes, et donc essayer de convertir les élèves à aimer cet art, la poésie, parce que on a toujours ce préjugé que la poésie c'est compliqué, que c'est difficile à comprendre, mais je pense que c'est aussi le rôle d'un enseignant. Alors, une autre de vos passions, c'est le développement. Il se trouve que vous êtes membre d'une nouvelle structure qui s'appelle ADNE, African Diaspora Network Europe, qui a d'ailleurs joué un rôle assez important lors des dernières journées européennes de développement. Parlez-nous un peu de cette structure. Quels sont ses objectifs ? Oui, en fait, ADNE, c'est un organisme, moi je pense que c'est une organisation très importante pour le moment, parce qu'elle essaie de relier l'Afrique et l'Europe en termes de diaspora africaine, mais aussi tous les experts qui ont une relation entre l'Europe et l'Afrique, que ce soit dans le domaine des affaires, dans le domaine de recherche, dans le domaine aussi de l'environnement, dans tous les domaines exactement. Et en plus, on essaye à travers plusieurs activités, que ce soit des workshops ou des conférences, de voir les sujets d'actualité qui touchent les Africains, que ce soit la crise migratoire. Il y a eu un communiqué d'ailleurs qui a été publié sur la crise migratoire. Sur la crise migratoire qui est destinée à la Commission européenne, et pendant les European Development Days, là où on avait participé à travers des workshops, on a lancé un message pour la Commission européenne, le Parlement européen, de soutenir la démocratie dans les pays en voie de développement, ou les pays africains surtout, le Maghreb et l'Afrique, et de soutenir surtout les artistes, parce que moi, par exemple, j'ai écrit un article dans lequel j'avais comparé la révolution en Tunisie, en Égypte, avec les artistes du rap. Ça pourrait être des simples artistes de rap qui ont chanté des chansons pour faire la révolution en Tunisie en 2011, ou bien une écrivaine, une femme qui a un doctorat en littérature anglaise aussi, et qui a écrit un livre qui s'appelle My Name is Revolution, et donc ce livre-là qui a lancé la révolution. Donc ces artistes-là, ils ont besoin du soutien des gouvernements en Europe pour maintenir la démocratie dans ces pays-là, parce que ces gens-là, tous les jours, ils sont menacés, des fois, ils ont beaucoup de pression de la part du gouvernement. Donc notre message, c'était soutenir la culture et soutenir le message lancé par la culture, parce que la culture, c'est une voie pour la démocratie aussi. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Manel Mselmi, d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. C'était Conviction. Eh bien, je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité. À très bientôt.